BM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition de formation du soir sur le miroir de la femme. À l'hémicycle, les travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2020 se poursuivent. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de la séance de ce matin. L'examen et le vote du projet de loi organique déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes. D'autres détails avec Ralia Sami et Abdelmoumouni Abdraman. Après l'examen et l'adoption du compte rendu sommaire de la séance précédente, les élus nationaux ont procédé à l'examen et au vote du projet de loi organique qui détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes. Un projet de loi adopté à l'unanimité des parlementaires présents et à la grande satisfaction du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je suis plutôt satisfait de l'adoption unanime de ce projet de loi organique sur la Cour des comptes qui intervient 8 ans après la première loi que j'ai eu à porter en 2012 et qui l'améliore sensiblement. Et c'était, comme je l'ai dit, franchement un engagement fait à un mort. Le premier président Seydou Sidibé, qui quelques jours avant son décès m'a demandé, monsieur le ministre, de tout faire pour faire aboutir cette réforme. Cet homme est décédé le 30 août 2018. Voyez-vous, le processus législatif est dur. Il a fallu aujourd'hui, 25 juin, c'est ça, 2020, pour que enfin on puisse arriver à ce résultat. Et je suis satisfait parce que des réformes essentielles ont été faites qui permettront à la Cour d'améliorer son fonctionnement, qui permettent à la Cour de mieux faire son contrôle, toutes ses compétences juridictionnelles, consultatives ou de contrôle des comptes internes. En définitive, vous avez suivi les débats essentiels qu'il y a eu autour de cette loi. C'était le contrôle des comptes de l'Assemblée nationale. Malgré son autonomie financière, l'Assemblée a tout de même voté que ces comptes soient transmis effectivement à la Cour des comptes pour certification. Et la sincérité de la gestion sera validée au niveau de cette juridiction. C'est important parce que ce n'est pas toutes les assemblées qui ont une autonomie financière et de gestion. Deuxièmement, le débat a porté, comme vous le savez, sur une des nouvelles attributions de la Cour, qui est l'évaluation des politiques publiques. C'est essentiel. Le gouvernement est à l'action, l'Assemblée nationale aussi, et il est désormais prévu que la Cour constitutionnelle puisse assister le gouvernement et l'Assemblée nationale dans l'évaluation des politiques publiques. C'est important, c'est une évaluation de la qualité, de l'impact de la mise en œuvre de ces politiques publiques. J'avais donné l'exemple de 2 programmes qu'il y avait au ministère de la Justice, l'accès à la justice, l'humanisation du milieu carcéral. Chacun de ces programmes peut faire l'objet d'évaluation de la part de la Cour des comptes. Ça, c'est une des nouveautés qui sont essentielles. Cette loi est d'une importance capitale pour la Cour des comptes. Comme vous le savez, la Cour des comptes est une institution. Elle a été érigée en institution pour permettre de contrôler tous les comptes publics. Quand je dis tous les comptes publics, c'est les comptes au niveau du gouvernement, au niveau de toutes les institutions de la République, y compris les comptes de l'Assemblée nationale qui jouit d'une autonomie financière. Mais n'empêche que l'article 83 de la Constitution a été modifié pour permettre à la Cour des comptes
de contrôler également les comptes de l'Assemblée nationale. Et nous l'avons voté ce matin à l'unanimité de tous les députés. Parce que c'est une institution qui a son importance. Compte tenu de ce qui se passe actuellement, le contrôle des comptes, nous avons considéré au niveau de l'Assemblée nationale que c'est quelque chose qui est très important et que nous devons donner tous les moyens à la Cour des comptes pour pouvoir faire ce travail-là. Ainsi donc, l'arsenal juridique encadrant la Cour des comptes de notre pays vient d'être renforcé avec l'adoption par les députés de cette présente loi qui lui permet désormais d'assurer certaines fonctionnalités telles que le contrôle de la politique gouvernementale et celui du compte de l'Assemblée nationale qui jadis était indépendant. Niger Télécom, pour améliorer sa performance, a investi dans plusieurs projets en cours et en finition. Les travaux ont été supervisés ce matin par son directeur général Abdou Harouna à Niamey et de la commune rurale de Hamdallah. Amadou Harouna et Ibrahim Kantama nous en disent davantage. Première étape de la sortie du directeur général de Niger Télécom, la centrale dotée de nouveaux équipements et matériels à la cour de Niger Télécom. 3 entrepôts ont été visités ainsi que les garages et l'infirmerie. De la commune rurale de Hamdallah, des grands travaux ont été engagés. Il faut rappeler que la stratégie du management de Niger Télécom s'articule autour de certains axes fondamentaux, dont l'extension du réseau des systèmes d'information pour l'acquisition de nouvelles infrastructures, avec plusieurs projets également. Des projets pour la modernisation du réseau des systèmes d'information. Le développement des services à valeur ajoutée innovant comporte plusieurs projets dans le système de mobile money. Niger Télécom n'est pas une société de téléphonie mobile seulement. Nous avons des infrastructures lourdes sur lesquelles nous travaillons. Vous savez très bien que nous sommes les seuls détenteurs de la fibre optique ici au Niger. Et donc, tout ce qui est de la transmission en matière de télécommunication vient de chez nous, la plupart. L'un de notre plus gros soucis, quand nous avions défini la stratégie de l'entreprise 2017-2021, c'était de dire que nous sommes vraiment leaders en data, donc en Internet, et il faut renforcer ce secteur-là. La téléphonie mobile représente un petit segment dans Niger Télécom, parce que généralement, on aime trop nous juger sur la partie mobile de téléphonie. Eh bien, dès lors que nous avions cette stratégie, ce que nous avions fait, c'est de dire les premiers investissements que nous allons faire devraient être axés sur le développement de l'Internet au Niger. Et au niveau du Central B, on a un premier projet qui est focalisé sur l'augmentation de la capacité. On est en train de passer de 10 gigas à 80 gigas et avec 12 autres équipements qui font 12 gigas chacun. Alors, pourquoi on est en train de faire ça? C'est pour répondre à la demande très croissante au fait au Niger sur l'Internet et aussi les opérateurs qui nous demandent des grandes capacités. Il faut qu'on arrive à satisfaire cela. Et nous avons un autre projet qui est sur le Wi-Fi. On veut faire du Wi-Fi, des hotspots, du Wi-Fi grand public pour vraiment essayer d'aider la population nigérienne à avoir accès à l'Internet partout où ils sont et à un tarif très moins cher. Nous avons d'autres projets qui nous permettent, même pour la gestion de nos activités, la supervision de nos activités, la sécurisation de nos données et aussi permettre aux opérateurs et à des entreprises ou même des organisations internationales de venir stocker leurs données chez nous. Donc c'est là où vous avez vu dans le sous-sol là, on est en train de réfectionner le sous-sol. Vous avez vu des équipements dans les magasins et même à côté du sous-sol qu'on est en train d'amener pour faire le centre de données et aussi un grand centre de supervision de toutes nos activités qu'on va désormais voir directement à partir d'une salle. Ce site-là, qui a été acquis depuis le projet Eximbank, mais dont un certain nombre d'équipements manquent pour vraiment mettre le BTS, alors ce projet aujourd'hui, comme vous le constatez, il a vu le jour.
On va connecter de Niamey jusqu'à Tawap via Filangué. Des efforts qui ont contribué à améliorer la santé de l'entreprise. Tous ces investissements-là ont été faits sur fonds propres de Niger Telecom. Et ces investissements avoisinent les 7 milliards de francs CFA. De 2017 à 2020, nous avons amélioré la situation financière de l'entreprise. Une entreprise qui passe de 24 milliards de chiffre d'affaires à 43 milliards de chiffre d'affaires doit dans son programme avoir un plan d'investissement sur fonds propres. Et c'est ce que nous avions fait. Nous étions passés de moins 10 milliards en 2016 à aujourd'hui 3,4 milliards en positif de résultats nets opérationnels. Donc la santé de l'entreprise est en train de s'améliorer. Les investissements colossaux ont permis à Niger Telecom de marquer la différence et gagner la confiance de sa clientèle. 24 jours après la reprise des cours est-elle effective à l'université Abdou-Moumouni Diofo de Niamey? Élément de réponse avec le secrétaire général adjoint de l'IENUN, Mohamed Hashimou, que je vous propose de suivre. Depuis la reprise de ces activités académiques-là, vous conviendrez avec nous qu'il y a une grève encore qui est là, qui est à perpétuité, la grève des PAT. Et les PAT, ils constituent une partie intégrante, une grande composante de l'université. Ça veut dire que tant que ces PAT-là sont en grève, il y a un dysfonctionnement du fonctionnement de l'université, notamment la question des inscriptions, la question des relevés de notes, la question des délibérations, et ainsi que même la question aujourd'hui liée aussi à la question de l'ouverture des salles, parce que vous savez que les PAT, ça regroupe parmi eux, il y a les gardiens, il y a les administrateurs qui interviennent au niveau des scolarités, il y a aussi donc les gardiens, tantôt comme je l'ai dit, qui sont chargés de l'ouverture des salles, et que tant qu'ils sont en grève, ils estiment que ça fait partie intégrante de leur mission, l'ouverture des salles et autres. Donc ils ne le font pas. Du coup, nous avons pratiquement dans plusieurs facultés où les cours programmés ne sont pas effectués du fait de cette grève-là des PAT. En dehors de cela, une autre difficulté que nous rencontrons, c'est lié aujourd'hui au manque des infrastructures. Vous connaissez l'université de Niamey aujourd'hui, les difficultés, l'une des plus grandes difficultés à laquelle nous faisons face, c'est un manque criard des infrastructures. Aujourd'hui, si je prends seulement l'exemple d'une faculté comme la faculté des lettres et sciences humaines, qui a plus de 13 000 étudiants, mais qui n'en dispose pas aujourd'hui d'un amphithéâtre de 1000 places. Nous avons des salles de cours, nous avons des amphithéâtres où quand vous partez, les étudiants qui sont au dehors de la salle sont plus nombreux que ceux qui sont à l'intérieur. Du coup, c'est des sérieuses difficultés. Nous avons des camarades qui viennent prendre cours mais qui n'arrivent pas à avoir accès à la salle ou à l'amphithéâtre du fait de la capacité d'accueil qui est une capacité d'accueil très très limitée. C'est en ce sens-là que nous interpellons les autorités politiques et académiques à s'intéresser à la question des infrastructures à l'université pour effectivement créer les conditions pour résoudre la question du retard. Et qu'on peut dire que, quel qu'en soit aujourd'hui la question de la rentrée, vous le savez, on peut dire que la rentrée elle est effectuée, mais tant qu'il n'y a pas de conditions nécessaires, tant qu'il n'y a pas un dispositif réel d'accompagnement, tant qu'il n'y a pas de dispositifs techniques qui vont accompagner cette rentrée-là, on peut dire que c'est peine perdue. Donc c'est généralement une rentrée qui en réalité ne dit pas son nom, c'est une rentrée de forme, mais en réalité le fond en dit. On ne cessera jamais assez de le dire, pendant chaque saison de pluie, les routes deviennent toujours impraticables. Constat dans ce commentaire de Amadou Haruna. Malgré les efforts consentis par les autorités de la ville de Niamey, ils n'arrivent toujours pas à cerner avec exactitude et congérer les problèmes dont souffrent les voies pendant la saison des pluies. Nous assistons comme toujours à l'épineux problème d'impraticabilité des routes avec la stagnation des eaux de ruissellement qui rend difficile la circulation et détériore les goudrons financiers à coût de millions, voire de milliards. D'habitude, le curage des caniveaux s'est fait en amont, mais on peut remarquer qu'ils sont remplis, ces mêmes caniveaux, de saleté, autres détritus en tout genre, qui rendent difficile l'évacuation des eaux. La ville de Niamey a peut-être des moyens modestes et limités pour faire face à ces problèmes qui pourtant ne doivent pas chaque année rester éternel, faute de solutions, tout en contribuant à la dégradation de nos routes.
faisant partie, selon les spécialistes, des indicateurs plombant le développement d'un pays. Le mariage des jeunes enfants accourt dans notre pays, et ce malgré les efforts déployés par l'État et certaines institutions. Reportage. Le mariage des enfants est une pratique répandue au sein des pays les moins avancés et ses taux demeurent extrêmement élevés. Selon les dernières estimations, le Niger présente le taux de mariage d'enfants le plus élevé au monde. Le Niger représente le pays avec le plus fort taux de mariage, qui est de 116,3%, et ce taux il est alarmant. Il témoigne de combien ce fléau est critique dans notre pays. Bon nombre de nos filles sont mariées avant l'âge de 18 ans, avant d'atteindre une certaine maturité physique et même psychologique pour pouvoir supporter la vie conjugale. Et le facteur qui revient le plus souvent, c'est celui économique, celui dû à la pauvreté des parents, des ménages. Nous avons également le manque de compréhension de certaines familles qui ne voient d'autres alternatives pour leurs jeunes filles que le mariage. Et également la pression sociale, parce que même lorsque certains parents qui ne veulent pas donner leur fille en mariage, du fait de la pression sociale, sont obligés de se conformer aux appréhensions de tout un chacun. Tout comme le mariage des jeunes filles a des causes et des conséquences, il a aussi des impacts. Au monde entier, le Niger est cité comme l'un des pires pays où les jeunes filles ne jouissent pas de leurs droits, où les filles ne sont pas épanouies, justement parce qu'elles sont contraintes à consommer un mariage avant qu'elles n'aient atteint l'âge requis. Et également, cela impacte beaucoup sur le développement économique de la société, car les femmes qui représentent la majorité de la population, si toutes ces femmes n'ont pas la chance de développer leur plein potentiel, si elles sont coupées, si l'arbre est coupé sous leurs pieds, à un jeune âge, elles sont obligées de se consacrer à une vie de famille plutôt qu'à leur propre potentiel. Vous voyez un peu l'impact que ça peut avoir sur la société. Et également, cela impacte sur la participation des femmes dans les instances de décision au Niger, parce qu'une femme qui, dès précocement, elle doit s'occuper des charges d'un foyer, elle n'a pas le temps de développer des stratégies, même de réfléchir à comment vraiment participer au développement de sa nation. Donc cela est une perte pour tous les Nigériens. Donc il faudrait qu'ensemble on puisse mener des actions vraiment afin de réduire, voire mettre fin à cette action de mariage précoce des filles. Le mariage des enfants est une violation des droits de l'homme pour les filles aussi bien que les garçons, mais il constitue peut-être la forme la plus répandue de maltraitance sexuelle et d'exploitation des filles. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.